Chers amis internautes, bienvenue dans ce deuxième numéro de l'heure de jeu, cette émission qui reçoit les acteurs du sport. Aujourd'hui, nous allons recevoir un acteur inconditionnel du football, mais qui a aussi plusieurs casquettes. Je vais juste vous présenter son portrait. Natif de Ziguinchor dans le sud du Sénégal, notre invité y a grandi jusqu'à l'obtention de son baccalauréat. Après, ça lui a permis de voyager à Casablanca au Maroc pour y avoir son premier diplôme en management. Et après le Maroc, direction l'Hexagone pour venir faire un master en sociologie à l'université René Descartes de Paris. Ensuite, un master en relations internationales à Paris-Est, Créteil. Ensuite, en Champagne-Ardenne avec un master à Reims en droit. Et un parcours assez riche qui ne s'arrête pas seulement ici parce que il est allé aussi en Angleterre où il a obtenu un master en business à Londres Business School, management du sport. Et cette immersion britannique lui a forcément permis de parfaire son anglais. Depuis plus d'une décennie, il est aussi professeur d'anglais au lycée François Rabelais de Duny. Aujourd'hui, après ce séjour aussi, ça lui a ouvert les portes notamment du milieu de la représentation sportive. Aujourd'hui, il est agent affilié à la Fédération anglaise de football depuis plus de 5 ans comme agent de joueur, grâce notamment à sa structure qu'il a co-créée, Playmaker Sport Agency, basée à Londres. Notre invité est aussi un chroniqueur dans différents médias français et sénégalais, et aussi essayiste parce que avec son collaborateur Yannick Roche, il a écrit la biographie intitulée Sadio Mané, la promesse de Bambali. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Bassirou Sakho. Bassirou, bonjour. Bonjour. Et à côté de moi, comme d'habitude, maintenant, il y a Marcel Sambou qui va co-animer cette émission avec moi. Marcel, bonjour. Bonjour Kassé, bonjour Bassirou. Bonjour Marcel. Bon, on va bientôt attaquer. Bassirou, on l'a vu dans le portrait. Il y a une multitude de casquettes, dirait-on. Bassirou, comment tu fais le fait d'allier ton métier d'agent de joueur, ta vocation aussi de professeur d'anglais, mais aussi d'intervenant dans différentes structures, comme par exemple le Montpellier Business School de Dakar. Tout ça là, comment tu arrives à gérer ton calendrier? Donc, permettez-moi d'abord de vous dire encore bonjour et merci beaucoup pour cette initiative et pour cette invitation et l'initiative que vous lancez qui nous permet d'échanger dans différents sujets, notamment le sport. Donc, moi, ma vocation, j'ai toujours aimé l'enseignement. Je me suis dit que le métier d'enseignant ou de professeur, c'est le seul métier qui me permettra d'être un éternel étudiant, toujours un apprenant. Donc, c'est le métier d'enseignement qui me permet ça. Donc, comme vous l'avez si bien dit dans la présentation, et vous en remercie. On peut se tutoyer. Non, quand je dis vous, je parlais de vous deux, quoi. C'était ça. C'était le vous au pluriel. Mais on peut se tutoyer. Donc, je suis au lycée professionnel. Donc, comme je suis dans un lycée professionnel, j'ai des élèves qui sont en stage. Oui. Et nous avons les vacances scolaires. Donc, mes déplacements à l'étranger ou dans d'autres pays avec les jours et tout ça, donc souvent je le cale par rapport à ces calendriers-là des vacances scolaires. Donc, ce qui me permet d'être vraiment flexible. Donc, le Montpellier Business School, j'avais fait quelques années en présentiel, mais depuis plus de presque 3 ans ou 4 ans bientôt, c'est que des cours en ligne. D'accord. Donc, voilà, donc ça nous permet de faire ça. Et l'enseignement aussi nous donne le temps aussi de toujours d'apprendre aussi, et ça me permet aussi d'écrire. Donc, comme on est passionné de foot, on suit l'actualité à chaud et parfois, si on a des choses qu'on trouve intéressantes à dire, on publie des articles. Ouais, d'ailleurs, ouais, vous êtes essayiste, beaucoup, et aussi chroniqueur ou pigiste aussi. Beaucoup vous prennent même pour un journaliste, mais franchement, vous écrivez très bien hein, quand on voit. Donc, vous avez eu cette vocation très jeune ou bien c'est juste arrivé de fil en aiguille?
Ah oui, en fait, pour l'écriture, oui, j'ai fait un parcours, ouais, comme la plupart voilà, des autres. J'ai un parcours littéraire, elle. Oui. Bon, dans la famille, mon père aussi était professeur de lettres. Donc, oui, j'ai été très tôt baigné dans la lecture et dans tout ce qui est lecture, curiosité, écriture et tout ça. Peut-être que c'est... Voilà. Même si je ne suis pas de formation de journaliste, mais j'ai toujours eu quand même une passion pour le journalisme. Voilà, c'est dans ça que... Oui, et Bassirou, j'aimerais te poser la question, d'où est parti véritablement ces multiples vocations, même si on sait que le point commun, c'est le football. C'est le football. Donc, ce qui est bizarre, c'est-à-dire que dans la fratrie, je suis le seul avec un cousin qui jouait au basket. Donc, moi, je n'ai pas eu de carrière footballistique, à part ce qu'on appelle... Oui, c'est ça. Donc, par contre, j'ai des frères, j'ai un grand frère qui était bien au foot, et des cousins aussi, mais dans la famille, moi, j'ai pratiqué le foot de quartier, hein, comme tout le monde. Mais j'ai même pas joué en Navetan, en fait. Ah oui. Mais j'ai été baigné dans le sport. Mon père était pendant longtemps secrétaire général du Casa Sport à Ziguinchor. Donc, j'ai aussi notre quartier à Ziguinchor. J'habite dans un quartier qui s'appelle Périssac, où il était le président d'un AIC qui s'appelle, bon, à l'époque c'était Silinka, mais aujourd'hui c'est Périssac, pendant très longtemps. Donc, chez moi, ça a été le berceau et le siège de quartier. Donc, par procuration ou pas, si je peux le dire, mais j'ai toujours été baigné dans le sport. Mais moi, j'avais fait le basket, que j'ai joué jusqu'en catégorie cadet, junior, etc. Mais le foot, en tant que pratique, pour en faire comme les autres qui ont joué dans des clubs comme Casa Sport ou bien dans les Navetan, ça par contre, ça, j'ai pas fait. Mais j'ai toujours baigné dans le sport. C'est peut-être que d'où est venue de cette passion-là. Et je précise juste qu'au Sénégal 92, j'étais encore très jeune. Ah oui. Mon père faisait partie de la délégation de la Côte d'Ivoire. Donc moi tout petit, on ramassait le ballon. Donc j'étais ramasseur de balles en 92. Oui, à la CAN 92. La CAN, donc la 92, la première CAN que la Côte d'Ivoire a remportée. Donc la Côte d'Ivoire était à Ziguinchor chez nous. Donc c'était à Ziguinchor. Donc j'ai été là, voilà. C'est une histoire que tu nous racontes, hein, parce que la CAN, pour être honnête, on l'a pas vécu, hein, Marcel. Tu n'étais pas encore né, hein, tout comme moi, hein, donc. Donc oui, moi j'étais un peu jeune, voilà, tout ramasseur de balles. Donc voilà, donc c'était ça. Après, j'ai rencontré mon ami dont vous citez tout à l'heure dans la Yannick. On s'est rencontrés ici à l'université, une amie de longue date aussi. Donc on a une passion commune. Quand j'étais à Londres, après, il m'a dit, ouais, comme nous, on n'a pas eu la chance d'être professionnels et tout ça, au moins on a toujours passionné pour le foot. Et pourquoi ne pas se lancer dans le management du sport pour devenir agent? C'est comme ça l'idée est venue. Donc c'est ta rencontre avec Yannick qui est véritablement la genèse de Playmaker. De Playmaker, exactement, c'est ça. D'accord, d'accord. Et Yannick, il est français? Yannick, il est français. Oui. Il est français, oui, il est là. Donc c'est lui qui est le relais juridique de l'agence en France et en Europe. Moi, je suis voilà, je suis sénégalais, donc c'est moi qui ai le relais en Afrique, voilà, et affilié à la fédération anglaise. Et là bon, on est en période de mercato. On est en plein de mercato. Je me demande même comment on a fait pour t'avoir sur ce plateau-là, parce que forcément, c'est une période très, très difficile où les agents n'ont pas assez de temps. Donc, il y a beaucoup de négociations qui sont autour et tout. Comment tu vis ça? Surtout niveau familial aussi, voilà, il y a une famille... Oui, c'est vrai que c'est compliqué, c'est un travail à temps plein, hein. Oui. Donc voilà, c'est pas évident de gérer entre les voyages, voilà, rencontrer les familles, les jours, les déplacements. C'est vrai que ça demande vraiment une organisation. Voilà, donc, mais comme on est deux dans la boîte, on est élargi. Il y a une autre personne qui nous a rejoint, qui est affiliée aussi à la Fédération française. On a des partenaires un peu partout. Et ça nous permet un peu de faciliter ou bien de répartir les tâches. Donc moi, en Angleterre, tout ce qui est Angleterre et Royaume-Uni, c'est moi. Oui. Donc Yannick plutôt, tout ce qui est en France, en France ou Belgique, Luxembourg, oui, c'est lui qui gère ce secteur-là, etc. Donc c'est comme ça on se répartit les tâches un peu. Ouais, surtout avec le Brexit, ça n'a pas été facile de jongler entre les lois des deux pays. Voilà. Déjà avant le Brexit, il y a le Covid, on a reçu un coup dur que le monde du foot a connu. Et après le Brexit, depuis quelques années, c'est vrai que c'est devenu compliqué en termes de transfert des joueurs. Comme tu disais, tout ce qui est législation, après il y a même des vides juridiques. Hein. Voilà, c'est compliqué aujourd'hui, c'est vrai que pour faire partir des joueurs, pour des transferts pour le Royaume-Uni.
Justement, je voulais intervenir par rapport à ça. J'avais une question, Bassirou. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler d'agents, de représentants sportifs, avocats mandataires, d'intermédiaires. Qu'est-ce qu'un agent aujourd'hui? C'est quoi son rôle? Donc, je crois que si aujourd'hui, je crois que la FIFA, il y a quelques années, avait ouvert une boîte à Pandore. Après, il a du mal à gérer ça. Oui. C'est-à-dire que c'est de laisser même les fédérations organisées en quelque sorte qui sera agent ou pas. Et dans ça, il y a beaucoup de problèmes. Donc, n'importe quelle personne pouvait être agent sans la licence. Donc, c'est ce qui a amené beaucoup de problèmes. Si vous regardez l'été dernier ou il y a 2 ans, par exemple, la famille Pogba, les frères là, il y a plein d'histoires de ce genre-là. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'immiscent aujourd'hui et pourtant qui n'ont pas la licence. Maintenant, c'est pourquoi ils ont maintenant, pour rétablir l'ordre, maintenant, c'est obligé. Voilà, de passer le concours FIFA. Donc, pour répondre à ta question, c'est quoi un agent? Déjà, il faut être affilié à une fédération. Oui. Voilà. Maintenant, il y a dans certains pays, il y a ce qu'on appelle même la licence FIFA. Ouais. Depuis 2 ou 3 ans, je crois, 2 ans, ouais. La licence FIFA. Maintenant, la France a la particularité et un peu l'Angleterre, c'est-à-dire que même si vous êtes agent FIFA, par exemple, pour faire un transfert, par exemple, en France, vous ne pouvez pas. D'accord. Voilà. Ou bien, à moins que si vous pouvez le faire, c'est-à-dire que vous devez avoir une certaine dérogation. Voilà, ou une licence française. Voilà. La licence française est obligatoire de le faire en France. Mais sous condition, certains cas, ils peuvent vous demander de faire une dérogation. Par exemple, pour faire ce qu'on appelle dans nos jargons, pour faire des deals. Oui. Ça peut être par exemple 2 deals ou 3 pendant l'année, mais il faut que ça se passe d'abord en commission pour valider ça. Ah oui. Okay. Maintenant, l'agent, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est affilié à une fédération pour être habilité, accrédité à faire ce métier. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui mélangent tout, l'intermédiaire, voilà. Bien sûr, nous on entend de tout. De tout, exactement. Avocats, mandataires, sportifs. Voilà, les avocats, c'est vrai qu'ils sont les seuls, je crois, qui sont mandatés à représenter les joueurs sans avoir la licence. Maintenant, ça aussi, ça amène un problème. Il y a des gens qui disent qu'aujourd'hui, les avocats, ils doivent être soumis aux règles comme tout le monde. S'ils veulent représenter un joueur, pourquoi ne pas passer la licence? Voilà. Donc, par contre, on peut être conseiller. Je crois qu'on peut occuper un autre rôle qui n'est pas forcément agent, comme conseiller, etc. Conseiller en communication. Oui, pourquoi pas, ou bien conseiller en marketing, ou bien conseiller juridique, etc. Où tu vas gérer l'extra sportif. Voilà. Mais l'agent, comme son indique, c'est l'agent qui représente et défend l'intérêt du joueur, tout ce qui est contrat. D'ailleurs, dans votre livre intitulé Sadio Mané, la promesse de Bambali, sa véritable histoire, il y a un passage que j'ai retenu, que je peux peut-être lire pour nos internautes. C'est quand tu parles de la relation entre l'ancien avocat de Sadio Mané, Maître Camara, son nouvel agent Bjorn Bessemer, et aussi son conseiller en communication, Bakary Cissé. Il y a une histoire que je vais lire. Vous avez dit, avec votre collaborateur, hein, vous avez écrit ce transfert confirme par ailleurs, c'était le transfert de Sadio Mané officialisé le 28 juin. Ce transfert confirme par ailleurs définitivement la mise à l'écart de l'avocat Maître Camara. Donc il y a une mise à l'écart d'une personne présente depuis le début à la carrière de Sadio Mané. Mais il signe aussi le début de la collaboration entre le journaliste Bakary Cissé, qui est le chargé de com de Sadio Mané, et aussi son nouvel agent Bjorn Bessemer, l'agent de Sadio Mané. Camara et Cissé se connaissent de longue date, avant que Sadio ne soit la star qu'il est devenu aujourd'hui, et à force de rencontres, il a été mis en relation avec le journaliste en herbe, alors stagiaire. Il s'agit de Bakary Cissé là. C'est ce dernier qui présenta l'avocat au jeune joueur afin de lui rendre l'appareil. Maître Camara aurait proposé à Bjorn Bessemer, le nouvel agent de Sadio Mané, d'intégrer Bakary Cissé à la négociation du contrat avec Liverpool. Un accord aurait été scellé entre les 3 parties. Cependant, l'agent allemand se serait attelé à appliquer la fameuse diviser pour régner. Bjorn Bessemer aurait proposé au journaliste Bakary Cissé d'écarter Maître Camara. Une commission partagée en 2 est toujours plus lucrative que lorsque celle-ci est divisée en 3 parts. Il faut maintenant empêcher l'avocat et le joueur de communiquer. Le nouveau duo s'arrange pour que leur joueur change de numéro de téléphone.
les contacts et l'entourage du joueur sont dorénavant maîtrisés et il est plus difficile de solliciter directement le joueur. Et là, sur ce passage-là, vous avez conclu que dans le monde du football, la concurrence se joue à tous les niveaux. Peu importe les liens d'amitié et de confiance, l'argent est un bon serviteur et un mauvais maître pour la morale. Là, c'est une histoire quand même assez rocambolesque, mais aussi ça montre peut-être, comme vous avez dit, ce qui se passe véritablement dans ce milieu-là. Là, on est dans le sport business carrément. Exactement. Ouais. Est-ce que tu as vécu, bon, vous, je parle de vous, toi et ton collaborateur, est-ce que vous avez vécu des coups bas tels que tu l'as raconté dans ce livre-là? Malheureusement, c'est une triste réalité. Oui. Malheureusement, ce que je dis là, on le vit tous les jours et on se prépare pour ça aussi. Donc, que ce soit du côté des joueurs ou bien parfois certains collaborateurs, et c'est comme je l'ai dit dans le livre, ce qui est le cas de Sadio, c'est ça. Moi, ça m'est arrivé. Oui. Oui. Et moi, c'était au Sénégal. Anecdote, c'était des joueurs qui ont signé avec moi. Et donc, dans le 10, ils ont signé en moi. Mais sauf que les jeunes, ils ont eu des propositions dont je n'ai pas été l'auteur. Mais les jeunes, ils étaient sous contrat avec moi. Oui. Donc, le président du club au Sénégal dit aux joueurs, il ne faut pas dire à votre agent Saro qu'on est en train de préparer pour trouver. Il y a quelqu'un d'autre qui a trouvé un club, mais ce n'était pas moi en Arabie Saoudite. Donc, parmi ces joueurs-là, il y a un quand même qui a eu la sincérité et l'honnêteté de me dire, en fait, il y a quelqu'un, on nous a trouvé un club en 2e division en Arabie Saoudite. Oui. Maintenant, notre président ne voulait pas que tu le cherches. Donc, voilà, de faire sans moi. Lui, au moins, il a été sincère. Ok. C'était, je ne sais pas si je me tenais ou pas. Est-ce que c'est pas Tengue? Voilà, donc si on regarde, voilà. Voilà. Donc, après, parmi ces jours-là, après, j'ai dit, ok, donc moi, à l'époque, l'entraîneur de Tengue qui m'avait mis en contact avec les joueurs, c'est un ami de longue date que je connais très bien. Et donc, c'est comme ça. Dabo? Non, c'est pas, c'était pas Dabo, c'était Diallo. Ah, Souleymane Diallo. Souleymane Diallo, oui. C'était pas Dabo, oui. Donc c'était lui qui est actuellement, je pense, à la tête de la sélection locale. Locale, exactement. Oui. Donc après, c'est comme ça, ils sont allés en Arabie Saoudite. Après, bon, moi j'avais voulu porter l'affaire au niveau de la TAS, parce qu'ils sont sous contrat avec moi. Donc après, on peut s'arranger, hein, voilà, trouver un compromis et tout ça, mais vous ne pouvez pas signer un mandat et vous êtes sous contrat avec l'agent et aller faire autre chose. Donc, voilà. Donc, tout ça, quand tu me disais, pour partager l'histoire des gâteaux, donc peut-être que si on partage avec l'agent, bon, on ne sera pas trop gagnant. Donc, ce qui est intéressant, pour gagnant-gagnant, donc il faut écarter votre argent. Oui. Donc, après, j'ai pas porté l'affaire au niveau de la FIFA et tout ça, parce que, bon, voilà, ça, c'est des coups bas qui arrivent, voilà, et ça arrive tout le temps. Justement, par rapport à ça, comment vous vous préparez à ça? Quelle est la solution? Et déjà, comment vous êtes lié avec les joueurs pour pouvoir vous protéger au moins? Moi, j'avais un mandat. Donc, c'est sûr que si j'avais porté l'affaire au niveau de la FIFA, peut-être que ça va prendre du temps, mais j'étais sûr que j'allais avoir gain de cause. Parce que les documents sont conformes, sont signés, et les mandats avec moi. Donc, tu ne peux pas résilier un mandat comme ça du jour au lendemain sous prétexte que vous avez unilatéral, parce qu'il y a quelqu'un qui est venu derrière qui vous avait proposé un truc en Arabie Saoudite. Oui. Donc ça, vous ne pouvez pas le faire. Donc c'est ça. Mais comme je disais, après, j'ai décidé de ne pas porter l'affaire. Après, si maintenant, les joueurs seront sanctionnés. Après, donc eux, ils vont tout perdre après dans ces cas-là. Oui. Ouais. Parce que des cas comme ça, on en entend tous les jours. Un agent qui te dit, moi, le joueur, il est parti du jour au lendemain avec un autre, ou vice-versa. Les joueurs aussi qui sont des fois délaissés par les agents. Tout à fait. C'est tout le temps compliqué, on ne sait pas. Mais c'est ça, je ne suis pas en train qui est la victime dans l'histoire à chaque fois. De jeter un discrédit dans la corporation. C'est vrai que moi, parfois, je suis dans une situation inconfortable, c'est-à-dire qu'en tant qu'une personne du milieu et qui critique certaines mauvaises choses du système. Oui. Donc voilà, c'est un peu délicat, mais il faut accepter que c'est une triste réalité. On dit que les joueurs sont parfois, ils ne sont pas reconnaissants, ils ne sont pas malhonnêtes, mais dans notre milieu aussi, ils disent que les agents aussi, sont pas honnêtes. Ils ne sont pas tous blancs comme neige, comme on le dit. Ça, il faut oser le dire. Donc, oser le dire n'est pas forcément qu'on est en train de, comme je disais, voilà, d'attaquer la corporation.
etc. Donc c'est ça. Donc je crois que c'est à nous aussi de, voilà, de laver le linge sale, même si c'est pas en famille. Voilà. C'est en famille parce que c'est la famille du sport. C'est la famille du sport. Oui. Donc, ouais, c'est vrai, il y a certaines démarches quand même. On dit que peut-être c'est un peu de gauche, mais de toute façon, dans toutes les corporations, il y a ça. Il y en a qui dénoncent, il y en a voilà, qui préfèrent se taire, il y en a qui font des choses, c'est pas du tout catholique, entre guillemets. Donc, exactement. Il faut les dénoncer pour prévenir, parce que il y a beaucoup de victimes dans ces histoires-là. Beaucoup de victimes. Ce qu'on disait, c'est-à-dire que là, les jours, ils vont le faire à des agents, comme Marcel le signalait aussi, des agents aussi, qui vont signer parfois des mandats, et parfois certains ne sont pas habilités à le faire, d'autres n'ont pas forcément la licence. Oui. Et après, même s'ils ont la licence, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas signer un mandat de représentation ou bien un contrat et vous croisez les bras, vous ne faites rien. Oui. Donc il y a des gens qui le font aussi, c'est-à-dire qu'ils vont faire signer un jour, ils vont croiser les bras. S'il y a quelqu'un qui arrive, vous êtes obligé de collaborer avec eux. Mais donc, c'est ça aussi le problème aussi. Mais déjà là, il y a un nouveau phénomène qu'on a remarqué, c'est plus les membres de la famille qui se prennent maintenant pour des agents. Et ça, c'est quand même assez difficile pour l'agent de les maîtriser. L'entourage. L'entourage, parce qu'on voit, il y a des histoires où on voit des fois certains agents proposer de l'argent aux membres de la famille pour prendre un joueur. Donc, tout ça là... Peut-être qu'il a des anecdotes par rapport à ça. D'ailleurs, après, bon, je l'ai dit même, je l'ai même dit dans le livre, il y a même des jours de l'équipe nationale du Sénégal. C'est que l'histoire que vous dites là, je le raconte dans le livre. Il y a beaucoup de cas comme ça. Moi, je ne suis pas contre que les membres de la famille, s'ils ont les compétences, ils peuvent gérer. S'ils ont les compétences, ils peuvent gérer. L'exemple que je donne, c'est que la première personne qui a commencé à faire venir les membres de sa famille pour gérer, entre guillemets, sa carrière, on l'avait insulté de tous les noms. C'était Nicolas Anelka. Anelka, oui. On se rappelle Nicolas Anelka, quand il quittait Arsenal pour aller au Real de Madrid, ses frères n'ont pas les compétences, etc. etc. Peut-être que ses frères, ils ont fait certaines erreurs, d'accord. Mais aujourd'hui, si vous regardez, il y a beaucoup de joueurs aujourd'hui. Mbappé, même Neymar, c'est celle-là. Son père, oui. Moi, si vous avez les compétences, j'ai pas de problème. Sergio Ramos, c'est son frère qui gère. Griezmann, c'est sa sœur Aude qui est là. Et tant d'autres. En Angleterre, les frères Welbeck, voilà, c'est leurs frères qui sont là, etc. etc. C'est-à-dire que ce qui est déplorable, c'est-à-dire que c'est d'amener les membres de la famille qui sont complètement à l'ouest du monde du football et qui ne connaissent rien du tout et qui vont parfois poser plus de problèmes que de solutions. C'est ce qui est déplorable. Mais si franchement les membres de la famille... Et puis les membres de la famille, je crois, ils peuvent gérer sans forcément le volet sportif. Il y a beaucoup de choses qu'ils peuvent gérer. Vous parlez tout à l'heure là de l'image, il y a tout ce qui est contrat, tout ce qui est publicité, tout ce qui est sponsoring, il y a d'autres choses qu'ils peuvent faire sans forcément dans le contrat. Après, il y a des agents, il y a des joueurs qui proposent aux agents de tout gérer. Après, des grosses cabines, des grosses boîtes, ils le font. Mais je crois que s'ils pouvaient faire la part des choses, il y a telle partie, je le donne à ma famille, ils vont gérer mon image, ou bien ils vont gérer tout ce qui est publicité, contrat au Sénégal. Même administratif. Etc., ou bien même administratif. Je crois que ça, nous avons beaucoup de travail à faire là-dessus. On parle souvent que le côté médiatique parle que des agents, il y a beaucoup d'autres choses que les gens ils peuvent gérer, notamment dans la communication, où nos joueurs africains souvent ils pêchent. D'ailleurs, belle transition. Dans votre agence, Playmaker Soccer Agency, c'est ça? Oui. Est-ce que vous faites appel à des spécialistes de la communication pour notamment faire du media training ou voilà, des community management, voilà, du gestion des réseaux sociaux. Oui, tout à fait. Et puis il y a plein d'autres choses en fait que nous-mêmes, nous les agents, on ne peut pas gérer. Nous, on est obligés parfois, tout ce qui est déjà contrat, de travailler avec des avocats. Oui. Voilà, de travailler avec des avocats pour avoir, comme vous parlez tout à l'heure, comment on va faire pour se protéger contractuellement ou juridiquement. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire seul. Pour ne pas faire d'erreur, vous faites appel à des avocats, ils vont vous conseiller si le contrat il est bon ou pas, etc. Et surtout, le côté choix des jours, le côté communication, vous disiez, et puis même, il y a beaucoup d'autres choses à faire. Par rapport à la réglementation, j'imagine aussi que ça doit être différent en fonction des pays. Tout à fait. Il faut voir des gens qui sont, entre guillemets, spécialistes de telle zone géographique à chaque fois. Exactement. Parce qu'on ne peut pas tout maîtriser. On ne peut pas tout maîtriser et vous êtes obligé d'avoir un partenaire chaque fois local, par exemple, dans d'autres pays. Je donne l'exemple, par exemple, de la Turquie. La législation turque, tu ne sais pas, voilà, il faut connaître parfois les rouages. Vous êtes obligé d'avoir quelqu'un, en cas de litige,
Voilà, il y a un jour en qui je parlais une fois, il m'a dit il a reçu un contrat. Oui. Et le gars, il m'a dit que non, l'agent a refusé, ou bien le représentant a refusé de faire le contrat en anglais ou en français. Il a dit que non, il doit faire le qu'en arabe. Ah oui. Okay. Mais si c'est pas lire l'arabe, comment il va Exactement. faire? Donc, ouais, ça c'est fait sciemment. Donc, des trucs comme ça. Donc, j'ai dit, comment toi tu peux signer un contrat dont tu ne parles pas la langue? Donc, en cas de litige, tu vas faire quoi? Des trucs comme ça. Et d'ailleurs, je pense que c'était le cas du contrat de Pape Gueye à Watford. Il y a beaucoup de cas comme ça. Il y avait un truc comme ça au niveau de... Parce que le contrat, il était en anglais. Donc, il y avait des clauses dont il n'était pas d'accord. Et d'ailleurs, ça a provoqué sa suspension récemment parce que on se rappelle tous, il avait signé à Watford pour ensuite signer à l'Olympique de Marseille. De toute la façon, c'est une obligation que le contrat soit en anglais ou en allemand, mais c'est une obligation que le contrat soit fait par la langue du joueur. D'accord. La langue du joueur, c'est-à-dire que la langue officielle du joueur. Donc, le cas de Pape Gueye, normalement, on devait avoir un autre exemplaire en français. En français. Donc, si le joueur il est arabe, il parle arabe en arabe, ou bien s'il est espagnol, aussi en espagnol. Là, ça, c'est une obligation. Si les Sénégalais en Wolof. On n'est pas encore arrivé là. On n'est pas encore arrivé, mais peut-être. Non, mais la langue officielle du Sénégal, c'est le français. Voilà, c'est ça. C'est le français. Donc, peut-être pour conclure un petit peu sur votre livre, parce que je dis votre depuis tout à l'heure, parce que c'est un livre à 4 mains. Donc, voilà, c'est un livre à 4 mains. Dans ce livre, il y a quand même une part de contestation, notamment l'histoire que je viens de lire récemment. Il y a aussi certains contestés par les proches de Sadio Mané. Il y a aussi d'autres cas comme la rupture avec son agent Thierno Seydi. Il y a aussi les cas Sarah. Mais le livre aussi, il est plébiscité par certains de la corporation qui ont magnifié ce travail d'investigation parce que en écrivant le livre, vous êtes allé à Londres, vous avez fait des investigations là-bas, à Salzbourg, au Sénégal. Donc tout ce travail-là, à Metz aussi, oui. Tout ce travail-là, c'est quand même quelque chose à magnifier. Donc, si tu avais quelque chose à retenir de ce livre, c'est le travail d'investigation pour nous sortir ces pépites-là, ou bien les critiques au niveau des proches de Sadio Mané. Je crois que quand on écrit un livre, je crois que c'est bien décrit. Moi, les gens qui ont critiqué, j'aurais aimé, par exemple, de venir débattre. Après, on peut ne pas être d'accord. Oui. Mais on ne peut pas dire que ce que j'ai dit que c'est faux. Oui, on peut ne pas être d'accord. Voilà, vous le dites, ces conseils qui défendent les intérêts de Sadio. Et d'ailleurs, je signale que Sadio n'a pas été au courant du livre. D'accord. Donc voilà, pour ça, pour qu'on voulait avoir la liberté de ton et d'écrire. Donc j'ai co-écrit avec Yannick. Donc on s'est divisé le travail. Naturellement, je suis de la même région que Sadio. On parle la même langue, le mandingue. Voilà, j'ai grandi en Casamance. Le côté africain m'est plus favorable que par exemple à mon collaborateur Yannick. Oui. Yannick, il est né ici, c'est un gars de Metz, il connaît bien la région, c'est un fervent supporter de FC Metz. Ah, de FC Metz, oui. Donc, il a vu les premiers pas de Sadio. Oui, et coïncidence, ou le bémol de l'histoire, ou je ne sais pas, ou comment je peux appeler ça, coïncidence ou pas, ou hasard. Oui. Sadio, quand il a commencé, j'étais étudiant à Londres. Donc j'ai vu les premiers pas de Sadio, l'équipe olympique, j'étais là. Oui, 2012. Donc voilà, 2012. Donc c'est pourquoi après j'ai eu cette idée avec Yannick d'écrire. Donc on a vu le premier pas de Sadio en 2012, étudiant à Londres, il a commencé. Oui. Yannick l'a vu à Londres, donc c'est comme ça on s'est réparti les tâches. Il y a des choses qu'on a fait conjointement. Par exemple, moi je suis en Angleterre. Je connais le foot, les rouages du foot anglais, si je peux dire ça. Oui. Et le terrain africain favorable que j'étais côté langue, côté l'enquête à Bambali, comme je disais, mais plus favorable. Oui. Les pros, ça nous a permis de recouper des informations, en fait, voilà, voir des trucs. Après, il y a les deux, comme vous dites, il y a cette fierté, ce travail d'investigation, parce que j'ai rencontré aussi, voilà, vous allez remarquer
ses coéquipiers même de Sadio, qui ont joué avec lui à Liverpool. Oui. Donc voilà, donc j'ai rencontré, je ne vais pas les citer, mais j'ai rencontré certains pour avoir ces anecdotes-là. Oui. Voilà, partout hein, où il est allé, sauf l'Arabie Saoudite, hein, comme j'ai des été même à Fombi, voilà, là où il a habité. Ah oui. Voilà, donc j'ai son premier appartement, j'ai tout visité l'appartement à Southampton, pardon, à Winchester, là où il était à Southampton. Oui. Donc voilà, tout ça, j'ai rencontré ses voisins, nous avons recueilli tout ça. Voilà, donc il y a les deux, la fierté, les critiques aussi, ouais, on les entend, c'est une œuvre humaine qui n'est jamais parfaite. Oui. Voilà, il y a des choses, après, comme je dis, on peut ne pas être d'accord. Voilà, après, j'invite les gens aussi à venir, je crois, peut-être ici ou ailleurs, pour débattre, échanger aussi sur certains points où il y a des désaccords ou pas. Je crois que ce serait plus intéressant. Alors Marcel, là on va attaquer la deuxième partie de ce podcast-là. Une partie où on va plus s'intéresser sur le terrain, quoi. Ouais, le vrai football. Voilà, le football, le vrai, parce qu'il a quand même lu pas mal des articles écrits par Bassirou, notre invité, et qui s'intéresse à des histoires du football. Donc je le laisse voilà, poser sa question par rapport à ça. Bah, moi, la question que je voulais te poser, Bassirou, pardon, c'était par rapport un peu à ton vécu entre la Casamance et l'Angleterre. Donc, tu as beaucoup écrit par rapport sur les histoires derrière le football anglais, sur les clubs comme Leeds, comme Barcelone en Espagne. Donc, qu'est-ce qui fait aujourd'hui la différence entre le football au Sénégal et le football en Europe et plus précisément en Angleterre? Le foot, c'est vrai que c'est le sport le plus médiatisé, on va dire universel, mais chaque pays a sa spécificité. D'ailleurs, je le dis dans le livre même, il y a un chapitre qui est consacré au football navétane. Oui. Je crois que s'il y a quelque chose quand même qu'on a de particulier quand même, ou bien de différent, ça sera le mouvement navétane au Sénégal. Bien sûr. Qui a sorti des pépitres, voilà, les El Hadji Diouf et même Sadio Mané d'ailleurs, oui. Qui est un autre football qui est différent. Différent par son style de jeu, différent parce que par l'état des terrains, oui. Tout ce qui est original. C'est pourquoi quand vous disiez le foot vrai, on va dire ça, que comme le Brésilien, ils ont le foot spectacle et tout ça, ok. Je crois que nous au Sénégal, on peut avoir ça. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, je crois que c'est en termes d'infrastructure. Le foot aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres choses. Si notre passeport sportif sénégalais est actuellement très bien ces dernières années, on va dire, ou bien relativement bon, oui. Parce qu'il y a un travail qui se fait en amont. Et c'est le travail-là, c'est les centres de formation qui le font. Ce que fait Djambar, voilà, bon, je vais même dire peut-être Génération Foot ces dernières années, oui. Académie Also, oui. Et même les clubs traditionnels, je crois que c'est de former au niveau de la petite catégorie. Et les résultats, c'est quoi? C'est ce qu'on a eu ces derniers temps, c'est d'être champion en U20, U23 ou bien même le championnat local, voilà, c'est ça. Donc, les chroniques dont vous disiez, c'était quoi? C'est-à-dire que c'est pour aussi lutter contre les clichés. Oui, le football serait quelque chose, les gens qui courent derrière un ballon. Et ça c'est frustrant quand on est passionné, on entend ça. Ou bien que les footballeurs, c'est pas des gens qui sont intelligents. Voilà, franchement, quand vous entendez ça. Donc l'idée, c'est pas que de courir derrière un ballon, c'est toute l'histoire qu'il y a derrière le foot. J'ai parlé de le foot, comment le foot est né et la philosophie de jeu. Comment jouent les Anglais, c'est différent comment jouent les Espagnols. Bien sûr. Et après, vous allez me dire que c'est un cycle, ça tourne. Voilà. Les Hollandais des années 70, comment ils jouaient aujourd'hui, c'est différent. Donc l'idée, c'était de ça, c'était de parler de toute la philosophie derrière, historique, sociologique. En Angleterre, celui qui connaît la rivalité entre West Ham et Millwall, la rivalité, ça n'a pas commencé dans les stades. Oui, c'est dans les ports, entre les dockers, les travailleurs. D'accord. Donc la rivalité vient de là. Oui. Et au nord de l'Angleterre aussi, c'est comme ça, l'histoire de Liverpool, voilà, comment le foot a commencé. Il faut savoir que le foot a conquis le monde par les zones portières. Oui, c'est pourquoi il y a des villes portières en Europe, c'est les villes de foot. Oui. Liverpool en Angleterre, Bâle en Suisse, Gênes en Italie, etc. En France, Nantes aussi, oui. En France, le plus grand club, l'un des plus grands clubs, c'est le Havre. Oui. Oui. Le port du Havre.
Donc le foot est rentré par les ports. Donc l'idée de cet article-là, c'était ça. C'était pas seulement de parler l'aspect, mais c'est de parler toute cette philosophie derrière. Et il y a vraiment de belles histoires. Donc c'était ça. Donc c'est vrai qu'on a écrit que sur des clubs, jusque-là que des clubs européens dont vous citez. Donc cette année de la rentrée, on va beaucoup parler sur l'histoire de nos clubs. Donc pourquoi pas écrire sur le Casa Sport, oui, je vous parlais. Les grands clubs de foot, Jeanne d'Arc, comment Jeanne d'Arc aujourd'hui qui était au sommet aujourd'hui, c'est presque à la décadence. Oui. Ils sont, je crois, en national, je crois. Oui, ils sont commencent à revenir, on va dire. Voilà, donc l'idée c'était ça, les grands clubs de foot au Sénégal. Voilà, à l'époque, dans chaque ville, il y avait presque une entreprise. Le Coton Sport de Tambacounda qui n'existe plus. Il y avait SAIB, Sonacos à l'époque. Oui. Moi, j'ai un choix. Il y avait Sonacos aussi qui était en deuxième division, mais malgré qu'il y a Casa Sport, etc., etc. Compagnie sucrière, etc., etc. Au nord, oui. Au nord, donc, et même le port autonome, etc., etc. Oui, donc, l'idée, c'était ça. Parler des grands clubs africains. Les TP Mazembe, revenir sur Raja ou Wydad, etc., etc. Donc l'idée c'est ça, mais cette année on va à la rentrée, il y aura des cliniques qui seront entièrement consacrées, en tout cas pas que, mais beaucoup de clubs africains. En tout cas c'est des chroniques très intéressantes qui nous permettent de voir l'autre décor du football en tout cas. Oui, faut inciter les gens à les lire. Bien sûr. Au niveau de, comment dire, c'est comment ils sont publiés conjointement sur Centrac et Info 15. Info 15, voilà, exactement. Peut-être qu'aussi Scène Plus, ils vont les publier. D'accord. Et aussi, inciter aussi à ceux qui nous regardent de vous abonner à Match 360, qui est devenu, qui est notre bébé. Et qui va devenir, on espère, un grand média qui va s'intéresser au sport sous tous ses angles. Donc Marcel, à notre... Non, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, en tout cas, je retiens en tout cas le travail de l'agent, oui, surtout, mais par rapport au football vrai, faire en tout cas le parallèle entre les deux, c'est quelque chose qui est intéressant de faire la part des choses entre le foot business et le vrai football. Je ne sais pas si Bassirou mais tu as quoi avec Bakary? Je ne sais pas parce que c'est par rapport au livre, je pense que c'est pour cela. Je pense Bakary, il va te porter plainte. Non, ce qui est important, je crois que c'est bien de signaler ça et d'ajouter aussi, comme vous disiez, même au pays, surtout souvent en Afrique, il y a des gens même parfois qui ne savent pas la différence entre un recruteur et un agent. Oui. Parfois aussi, on mélange les deux, alors que le recruteur, voilà, il n'est pas agent, l'agent n'est pas recruteur. Parfois, c'est parce que le recruteur, comme son nom l'indique, le recruteur, il va recruter pour un club. Oui, bien etc. sûr. Voilà, et l'agent, il est là pour accompagner le joueur, pour le conseiller, tout ce qui est contrat, etc., etc. À faire de bons choix. Voilà, des choix cohérents, etc. C'est ça le rôle de l'agent. Donc, parfois, on mélange les casquettes, etc. Donc, c'est bien aussi de connaître. Et aussi, surtout, ce qui est déplorable, c'est surtout les gens qui viennent souvent en Afrique, pas qu'en Afrique, même ici. Oui. Soi-disant l'agent qui va demander au joueur de lui donner de l'argent pour lui trouver un club. Oui. Voilà, ça aussi... des choses à dénoncer. Des choses à dénoncer. Je crois que ça n'a pas de sens. Un agent qui demande à un joueur de le payer pour lui trouver un club. Parfois, ils vont trouver des moyens. Oui, c'est pour les billets d'avion, c'est pour les démarches du visa. Donc, moi, je dis aux jeunes joueurs ou aux jeunes frères qui sont en Afrique, même ici, si quelqu'un vous demande déjà de l'argent, commencez d'abord à faire attention. Red flag, oui. Voilà, franchement, je crois que ça, c'est un des signaux quand même qui permet de dire, franchement, je crois que voilà, il faut faire attention. Donc, un agent ne demande pas de l'argent un jour pour lui trouver un club. L'agent, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est-à-dire que le joueur, il a son talent. Oui. Voilà. Il est convaincu, l'agent est convaincu par le joueur et il va le présenter au club. Et c'est le club qui va faire toutes les démarches. C'est-à-dire que le club va faire la lettre d'invitation, dire que tel jour va venir, il va faire des essais pour 2 semaines, 3 semaines, ça dépend. Et vous avez tous les documents en bonne et due forme. Même les billets d'avion, tout est réglé par le club. Il y a des clubs, par exemple, moi je travaille avec un club en Écosse, Livingston. Oui. Qu'est-ce qu'ils font? Ils te disent que nous, on ne peut pas se permettre de prendre en charge tous les joueurs qui viennent en essai. Oui. Livingston, ils sont... Voilà, presque à moins 10e ou 11e de classement. Ils n'ont pas le budget de Glasgow, voilà, ou bien de Celtic. Oui. Donc, c'est vrai qu'ils sont conséquents aussi. Ils te disent qu'il y a beaucoup de joueurs qui viennent en essai. S'ils se permettraient de prendre l'hôtel, le logement et tout,
En termes de budget, quand même, c'est un coût. Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'ils te disent? Ils te disent, ok, Bassirou, donc toi, en tant qu'agent, toi, tu peux amener le joueur, toi, tu prends d'abord les frais. Oui. Donc, mais le joueur, si on est convaincu, si après il a été pris, tout ce que vous avez dépensé, on vous rembourse tout. Ah, oui. Mais il faut avoir vos factures. C'est-à-dire que même le café que tu vas prendre à l'hôtel, oui, ils vont te le rembourser. Tous les repas, tu gardes toutes vos factures, vous gardez toutes vos factures, et après, ils vous le... C'est logique. Oui. Parce qu'en 2 semaines, il peut avoir, je ne sais pas, 30 jours ou bien 20 jours à laisser. Il n'y a aucun, par exemple, qui ne sera pas pris. Ouais, donc vous avez compris. Donc l'idée investissement à perte des fois. Après, voilà, c'est ça. Après, si c'est des gros clubs avec de gros budgets, ils peuvent se le permettre. Oui. Voilà, mais voilà, donc c'est ça. Donc je disais ça pourquoi l'agent peut dépenser après. C'est ce que j'allais demander. Mais ce n'est pas le joueur qui va acheter son billet, voilà, et qui va payer le billet d'avion, logement et tout ça. Donc non. Mais dans ce cas, est-ce que l'agent peut être amené des fois, par manque de moyens, de demander aux joueurs de participer? Oui, oui, ça dépend des relations que vous avez. En fait, c'est un investissement. On investit sur des joueurs, on n'est même pas sûr qu'ils vont signer un contrat pro. C'est vrai, oui. Donc voilà, tu suis ton instinct, tu fais ce que tu as à faire. Mais après, tout dépend, je crois, de la relation que vous avez avec les joueurs. Ouais. Après, moi, personnellement, j'ai un petit peu échangé avec certains joueurs. Il y a quelqu'un qui m'avait fait une confession, bon, je ne vais pas dire son nom, il m'a dit à un moment donné, il avait un problème avec un club et c'est son agent qui lui payait son salaire sans qu'il soit au courant. C'est-à-dire c'est l'agent qui lui faisait les virements de son salaire sans qu'il soit au courant du fait que le club avait arrêté de le payer parce qu'il était en bisbille avec... Mais c'est ça aussi, c'est un problème qu'il y a. C'est pourquoi je demande, tout dépend de la relation que vous avez. Moi, personnellement, nous, en fait, on a fait des heures de débutants, comme tout le monde. Oui. Dans certains clubs de l'Est, pays de l'Est, nous, on évite. Oui. Voilà. Je ne vais pas citer des pays, on évite parce que chaque fois, les bisbilles que tu disais, c'est fréquent souvent. Oui. Voilà. Oui. Donc, par exemple, certains clubs polonais, bien il y a sûr. des clubs, les salaires, ce n'est pas régulier. Donc, même en Grèce. En Grèce, même en Turquie. Hein. Oui. Oui. Il y a eu le cas avec Adil Rami. Même en Turquie. Oui. Adil Rami, c'était en Russie. Et il y a Younous Sankharé, oui. En Turquie. Oui, l'ex-international sénégalais. Donc ça, c'est souvent des problèmes qui arrivent. Et dans ce cas, oui. Après, c'est compliqué, c'est des litiges. Il faut aller porter plainte au niveau du tribunal sportif. Ça prend du temps. Ça prend du temps, c'est les avocats, etc. Donc il y a beaucoup de choses. Et que même derrière, il y a des coups de pression, des fois avec les supporters qui ne comprennent pas ce qui se passe. C'est ça. Voilà, tout à l'heure, quand vous parlez de législation, vous savez que dans certains pays, je vais revenir sur le cas de l'Arabie Saoudite, il y a certains pays, ils ont des systèmes de quotas pour les joueurs étrangers. Donc, par exemple, vous n'avez pas le droit de recruter, par exemple, plus de 4 ou 5 joueurs étrangers. Donc, si vous devez recruter, vous devez libérer d'autres joueurs. C'est le cas de Boubacar et Cristiano Ronaldo. Vous vous rappelez de cette histoire? Oui, parce qu'à un moment donné, il fallait les libérer. Les places d'extra-communautaires, je pense. Etc. Oui. Donc, il faut aussi avoir quelqu'un ou maîtriser la législation locale. Ça va aussi faciliter et voir aussi comment vous pouvez. Ça ne sert à rien de toquer aux portes et vous savez que vous n'allez pas placer le jour. Quoi. Je crois que c'est des informations qu'il faut savoir. Avoir des infos sur ces clubs-là, le nombre d'étrangers qu'ils ont, voilà, et ceux qui sont sur le chemin de partir ou pas, etc. etc. Donc ça, c'est des trucs à prendre en compte aussi. Parce que le mercato, on va dire, c'est l'effet domino. Parce que, voilà, dès qu'il y a un transfert, ça active aussi d'autres pistes et tout. D'ailleurs, là, en termes d'exclusivité, par rapport à l'agence Playmaker. Non, comme en plein mercato, là, je crois qu'on ne peut pas avoir d'exclusivité pour le moment. On est en plein dedans. Oui. Donc, voilà, tant que des choses peuvent arriver à tout moment, ce qui expliquait les voyages ces derniers temps. Donc, voilà, on cherche. Voilà, on toque à toutes les portes. Et les jours aussi n'arrêtent pas d'appeler. Je crois que c'est la période la plus stressante chez les joueurs. Oui. Voilà. Donc il y a des joueurs qui sont, voilà, ils ne savent pas actuellement sur quel pied danser, le contrat est résilié, ils ne savent pas où rebondir, etc. Donc voilà, ça ne doit pas être facile. Ça ne doit pas être facile, c'est compliqué. Et même pour nous aussi, hein, c'est-à-dire que, voilà, tout à l'heure, là, quand vous parlez des histoires de signer des mandats et tout ça, il y a ce qui est important, il faut savoir, par exemple, le mandat
de représentation, ça te permet, toi, en termes de la personne qui représente, en termes de crédibilité. Il y a des jours qui disent, ok, non, moi, je ne te fais pas de mandat tant que tu ne m'as pas cherché un truc. Moi, je viens, je dis, ok, je suis l'agent de Pape Ousmane Kassé. Mais toi, tu es qui? Pape Ousmane, qu'est-ce qu'il t'a donné? Tu n'es même pas crédible, là, j'ai des gens. Donc voilà, mais Pape Ousmane m'a mandaté de le représenter dans tel pays. J'ai la copie de son passeport. Il m'a mandaté au moins pour le représenter, pour le chercher un club pendant 3 mois ou pendant 4 mois. Au moins, tu es crédible. Mais si tu viens comme ça, les gens ne vont même pas t'écouter. Ouais. Ça aussi, il faut un petit peu sensibiliser sur ça. Parce qu'il y a aussi des footballeurs qui parlent à tout le monde, qui font des mandats à tout le monde. Exactement. C'est ça le problème. Voilà. Mais c'est vrai, si un truc n'est pas crédible, ok, c'est ça. Hein. Donc, parfois, on me méfie. Et puis, vous savez, le milieu du sport, c'est un milieu à la fois qui est petit. Hein. On se connaît tous, on a des amis en commun, on connaît quelqu'un qui connaît, ça parle. Donc, l'anecdote dont vous parlez, Ousmane, tout à l'heure, moi, j'ai reçu, pas plus tard que la semaine dernière, un gars qui m'appelle en Italie. Oui. Il m'envoie le profil d'un joueur, il me dit non, c'est mon joueur là, Georges, tout, etc., etc. Donc, avant qu'il m'envoie ça, moi j'avais reçu ça juste 1 heure avant. Oui. Une autre personne qui m'a dit, qui m'a tenu le même discours. Donc, pour dire, confirmer ce que vous venez de dire. Donc, ils parlent à plusieurs personnes. Ils vont envoyer leur profil à plusieurs personnes. Oui. Et maintenant, dans ces cas-là, toi, il faut beaucoup faire attention en tant que représentant du joueur. Oui. Si tu parles à un club, peut-être que tu vas parler à un club, ils ont déjà reçu le CV et le joueur. De 5 personnes différentes. Oui. Donc toi, tu seras vraiment ridicule de dire que ok, c'est mon joueur, je le maîtrise, alors que les gars, ils en ont... Tu ne maîtrises pas ton joueur. Donc voilà, c'est ça aussi, beaucoup de joueurs qui font des trucs vraiment, parfois, vraiment illégaux. Après... C'est-à-dire que tu fais un mandat, club, par exemple, le mandat pays à 3 personnes différentes. Oui. Parfois, même club. Mais ça, c'est des trucs illégaux. Ouais, c'est pas Après, on peut comprendre que tu fais un mandat, par exemple, par pays. Tu me dis, ok, Bassirou, je lui donne un mandat, il va me représenter pour l'Angleterre ou bien pour la Turquie. Oui. Pour juste la Turquie. Ou bien tu peux faire juste pour le club. Ok, il va me représenter, je lui ai donné pour qu'il négocie pour moi à Galatasaray. Ou bien à Fenerbahçe. Et tu fais un autre, par exemple, tu dis, oh, tel club, Beşiktaş, ou l'autre club, ou bien, je ne sais pas, Antalya Sport ou Bursaspor, c'est une autre personne. Ça, on peut l'entendre. Mais pas 2 personnes différentes dans le même club. C'est impossible. Ça, c'est... Mais ça, est-ce que les joueurs... C'est vrai, parfois, ils ne le savent pas. Ils sont même c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'ils savent? Parfois, ils ne savent pas. Après, nous, on a eu ce problème-là un jour aussi, dont je me tairai le nom, un ancien de Nantes. Oui. On est allé en Turquie. Oui. On était content de le représenter. Et c'était ridicule. Non, ce n'était pas un Sénégalais. Ah. C'était ridicule parce que le même mandat, avec 3 autres agents qui étaient même venus. Ah oui. Ah oui. On s'est tous retrouvés comme ça, ridicule dans la salle. Un peu. Et après, il a eu des problèmes parce qu'il a été suspendu, je crois. Après, il a terminé sa carrière vers l'Arabie Saoudite. Et, ça. Ah oui. Ouais, voyez un peu. Donc, après, même les agents, ils reçoivent des coups comme ça, là. Donc, je pense que, voilà, on va peut-être... Moi, conclure. Avant juste de conclure, je vais interpeller Bassirou sur un sujet par rapport aux jeunes, par exemple. Oui. Les jeunes qui ne peuvent pas quitter le Sénégal. Enfin, je parle du Sénégal ou de l'Afrique ou ailleurs, en tout cas pour rejoindre l'Europe avant leur majorité. Comment ça se passe? Oui, notamment, voilà, belle transition. Ouais. Il y a le cas Amara Diouf. Il est retenu au Sénégal et peut-être on peut penser qu'il ne va pas progresser, beaucoup plus progresser au Sénégal, parce que déjà il y a l'environnement qui lui sera hostile, mais aussi en matière d'expérience emmagasinée, quand tu as le talent, quand on sait que tu es une pépite, le fait de venir en Europe te permet de te développer beaucoup plus que de rester au Sénégal à jouer face à des pères de famille de 30 ans, 40 ans. Oui, c'est vrai qu'il faut voir le contexte dans quel cas, par exemple, la FIFA, pour que quand ils étaient un peu regardants par rapport à ça, je crois que c'est une protection. Il y a ce que dit la loi, mais il y a des choses qu'on peut demander en fait pour faire une dérogation. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, vous vous rappelez le cas de Gaël Kakuta avec l'histoire de Chelsea, à l'époque où les clubs anglais, ils venaient, ils prenaient les petits, et que maintenant, même en Angleterre, après, même avant le Brexit, ils ont dit que maintenant, pour prendre, c'est interdit de faire venir les joueurs mineurs, à moins que leur famille
viennent avec eux, ou bien qu'ils soient scolarisés en Angleterre, etc. etc. Donc, parce qu'il y avait des abus en fait, c'est par rapport à ça. Le contexte même, l'idée même de ça, c'était ça. C'était pas pour dire que non, une discrimination. Oui, c'était pour protéger. Maintenant, après, si vous êtes Mbappé, quand même, il a signé très jeune quand même. Il n'avait pas ses 18 ans, tu vois. Ok, mais tout le monde n'est pas Mbappé. Je crois qu'on peut faire une dérogation, si même malgré qu'il n'a pas encore ses 18 ans, je crois que si on fait une dérogation et ses parents, les responsables légaux, viennent rester avec lui en France, je crois que ça pourra passer. Ok, c'est des choses qu'on pourrait demander. Peut-être même il y a une histoire de tuteur aussi. Mais c'est ça, c'est pourquoi on demande ça. C'était pour protéger. Parce que sinon, si c'était ça, donc c'est... Voilà. N'importe qui peut venir, il va amener un jour mineur, voilà, c'est vraiment, ça sera même trafic d'êtres humains, tu vois, oui, la clandestinité. Je crois l'idée qui est derrière, c'est ça, c'est pour protéger en fait. Mais s'ils font une dérogation avec les parents, je crois que c'est vrai. Donc, juridiquement, c'est possible. Oui, c'est possible. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de clubs qui ne proposent pas de contrat stagiaire. Mais dans ces cas-là, oui, si le club met les moyens et il met tout ce qu'il y a à faire dans les règles de l'art, oui, je crois qu'on pourrait leur accorder ça. Ah bah... Si Madi Touré ou les gens de Génération Foot t'écoutent, peut-être voilà, ils viendront te demander des conseils par rapport à ça. Ils sont au courant, ils sont mieux outillés que nous. Après, mais l'idée aussi de rester et grandir aussi au Sénégal, ça sera pas mal. Mais c'est vrai que ce qu'il a dit en termes de, voilà, c'est pas les risques d'exposition médiatique. Oui. Voilà, il y a tout ça aussi pour le protéger aussi. Oui, c'est vrai que être là, intégrer l'équipe réserve ou bien c'est les jeunes pour grandir un peu, oui. Et puis même s'acclimater avec le football européen. Bien sûr. Ouais. Parce que je te dis, Amara, tu es à Génération Foot, tu vas affronter un certain Modou Ndiaye ou Demba Diop, un truc comme ça. C'est le match de sa vie. Alors que lui, il a déjà joué les Navetan pendant 10 ans. Il a fait aussi 7 ou 8 saisons en championnat. Il a 35 ans, il n'a plus rien à perdre, ni beaucoup de choses à gagner dans le football. Il te met un tacle, tu te blesses. Voilà, il met en suspens ton avenir alors que tu es... Non, c'est juste un exemple que je suis en train de donner. Mais il n'y a pas de garantie, c'est-à-dire qu'il peut aussi se blesser ici, même s'il vient aussi ici. Hein. Oui, bien sûr. Mais je parle d'état d'esprit. Non, je comprends, oui, tout à fait. Quand tu es présenté comme la vedette. Exactement, tout le monde fera le match de sa vie quand il va Oui, la pression, oui, c'est ça, la pression même médiatique, même pour lui. Hein. Ben oui. Maintenant, quand il est un peu loin de ça, c'est vrai que ça pourra. Mais ne vous inquiétez pas, je crois que Madi Touré, Génération Foot, ils ont déjà pensé à tout ça. Ils savent, voilà. Ah bah on l'espère, hein. Faut bien polir notre diamant brut. Hein. Marcel, donc ton mot de la fin, parce que là, ça fait bientôt un tour d'horloge qu'on était là en train de discuter. Le temps est passé vite, on s'en est même pas rendu compte. Ça passe vite. Voilà. On a parlé un peu de tout, on a parlé de foot business, de tout. Franchement, c'était enrichissant. Et merci à Bassirou pour tout ce que tu nous as appris aujourd'hui. Et franchement, bah, merci. Ouais, c'est moi qui vous remercie pour cette invitation et c'est un plaisir. Hein, voilà, dès qu'il y aura l'occasion, je crois qu'on va encore échanger sur d'autres sujets. D'accord. Voilà. Et chers internautes, je vous rappelle qu'il faut aller commander ce livre-là, Sadio Mané, la promesse de Bambali, sa véritable histoire. Il faut aller commander le livre au niveau d'Amazon ou de la FNAC et tout. Il est disponible. Ou bien, vous pouvez écrire aussi Bassirou sur les réseaux sociaux. Oui, sur notre site. Hein, même sur votre site internet, Playmaker Sport Agency. Donc voilà, vous ne seriez pas déçus parce qu'il y a tellement d'anecdotes dans ce livre-là. Voilà, n'en déplaise à certains. Bon, en tout cas, ce fut un plaisir de co-animer ce deuxième numéro de l'heure de jeu avec Marcel et Bassirou. Nous vous donnons rendez-vous prochainement sur HD24 et aussi sur notre nouveau média Match 360. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.